Dans cette capsule, nous allons nous intéresser au provisionnement des services de base de données relationnelles dans Azure. Lorsque vous voulez créer un service de base de données relationnelles, vous devez renseigner comme n'importe quelle ressource dans Azure des informations de base. Ces informations de base sont entre autres l'abonnement à utiliser, le groupe de ressources à utiliser pour le provisionnement, le nom de l'instance gérée ou du serveur, le nom de la base de données, la connexion administrateur, donc c'est-à-dire le nom d'utilisateur administrateur, son mot de passe, la région dans laquelle la base de données va être déployée et la configuration des pôles, donc si on accepte des pôles ou pas. Pour finir, on doit définir nos différentes options de calcul et de stockage. Ici, on parle surtout de CPU et de mémoire vive qui seront disponibles pour notre base de données. Une fois qu'on a défini cela, on va passer à la portion connectivité réseau. Ici, on va décider dans cet onglet si on voudrait que notre base de données soit publique ou privée. Si on voudrait que notre base de données soit privée, à ce moment-là, on aura besoin de faire une petite configuration au niveau de la réseautique, notamment en ce qui concerne l'intégration avec un VNet ou encore d'un point de terminaison privé. Là également, il y a les règles de pare-feu qu'on peut configurer parce que par défaut, lorsqu'on crée une instance de base de données, il y a toujours le pare-feu qui est directement déployé et qui vient protéger cette instance-là. On peut directement configurer cela lors de la création ou on peut le faire après avoir créé notre instance de base de données. Ensuite, on a l'onglet paramètres supplémentaires qui va nous permettre de définir certains paramètres supplémentaires, notamment en ce qui concerne l'activation de la sécurité des données, la source de données. Il y a les cas où on peut directement déployer notre instance de base de données avec une base de données existante ou encore une base de données d'exemple comme Adventure World avec des bases de données Azure SQL Database. Le classement de la BD, le fuseau horaire, etc. Puis, on a l'onglet balises qui va nous permettre de définir et d'associer toutes les balises, donc sous forme d'étiquettes, clés, valeurs. Et pour finir, on aura la page de révision qui nous affiche un résumé de toutes les configurations que nous avons définies. Et là, on va tout simplement cliquer sur créer pour que la ressource soit créée dans Microsoft Azure. Comme je l'ai expliqué, une fois qu'une ressource est créée dans Azure, directement, cette ressource-là, elle est protégée par un pare-feu et on a une passerelle qui va permettre d'accéder à la ressource. Lorsque un utilisateur ou bien un actif, une application, peu importe, va vouloir se connecter à notre base de données, elle va d'abord effectuer une première requête à la passerelle. La passerelle va se charger de vérifier et de s'assurer que notre utilisateur peut accéder à cette base de données-là. Ensuite, rediriger l'utilisateur vers la base de données. Les prochaines demandes vont directement être dirigées vers la base de données sans plus passer par la passerelle tant et aussi longtemps que la connexion est maintenue. À partir du moment où la connexion en quelque sorte va expirer, à ce moment-là, on va repasser par notre passerelle pour faire la validation de sécurité et obtenir une nouvelle connexion avant d'être redirigé vers notre instance de base de données. En dehors de Azure, toutes les connexions vont toujours passer par la passerelle. OK? Donc ici, si j'ai un actif qui vient se connecter passant par... Bref, si j'ai par exemple une application qui est déployée dans un autre fournisseur et qui vient consommer ma base de données dans Azure, à tout moment, on va toujours passer par la passerelle avant d'accéder à la base de données. Parce que le premier cas, c'était pour des ressources qui sont directement dans Microsoft Azure. OK? Donc, une ressource, par exemple, ça peut être une application qui est déployée dans Azure App Service. À ce moment-là, on va uniquement passer par la passerelle pour avoir
pour la première validation de connexion et ensuite toutes les autres requêtes qui utilisent la même connexion vont directement accéder à la base de données, ce qui n'est pas le cas lorsque nos requêtes proviennent de l'extérieur. Okay. On va également regarder la portion authentification, qui est une autre portion de sécurité qui va permettre de contrôler qui a accès et qui peut faire quoi au niveau de notre application. Si on prend le cas des instances Azure SQL Database, ces instances-là supportent l'authentification mixte et également l'authentification par l'Azure AD. Donc ici, on va parler d'authentification SQL. L'authentification SQL, c'est l'authentification via un nom d'utilisateur et un mot de passe. OK? On a également l'authentification par l'Azure AD qui fonctionne un peu comme l'authentification Windows. Donc ici, on aura plutôt des comptes Azure AD qui vont être utilisés pour s'authentifier. À ce moment, c'est bien évidemment la plateforme d'identité de Microsoft qui s'occupe d'authentifier l'utilisateur et qui lui donne accès à la base de données. Lorsqu'on utilise l'authentification Azure AD, on n'a plus besoin à ce moment-là de fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Notre utilisateur va directement s'appuyer sur son compte pour s'authentifier et utiliser ce compte-là pour accéder à la base de données. C'est l'option qui est recommandée lorsqu'on utilise Azure SQL Database, car cette option-là offre une meilleure sécurité que l'option SQL qui demande à ce qu'on ait un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc, on a un compte qui a été créé au préalable au niveau de notre instance de base de données. Okay. On peut également gérer l'accès à nos ressources de base de données en s'appuyant sur les rôles airbag pour Role Based Access Control. Les rôles airbag ici vont nous permettre de définir des rôles qui sont spécifiques aux différents profils que nous avons au sein de notre entreprise. On va retrouver notamment des rôles préconçus dans la plateforme Info Nuagique qui sont centrés sur la gestion des bases de données. On a notamment le rôle contributeur de base de données qui permet de gérer une base de données mais ne permet pas d'accéder à la base de données. On a le rôle contributeur d'instances managées SQL qui permet de créer et de gérer des instances managées mais ne permet pas d'accorder des accès à d'autres utilisateurs. On a le rôle manager de sécurité SQL qui va permettre de gérer les stratégies de sécurité pour les identités managées et les bases de données, mais pas l'accès aux identités ni à la base de données. Pour finir, on a contributeur SQL Server qui permet de gérer les serveurs et les bases de données, mais sans y accéder. Une fois qu'on déploie nos instances de base de données, toutes nos instances sont protégées par un pare-feu. Donc, le pare-feu ici a pour responsabilité d'empêcher tout accès à notre serveur de base de données jusqu'à ce qu'on puisse spécifier les ordinateurs qui disposent des autorisations. Okay? Alors, une fois qu'on a provisionné nos instances de base de données, ce sera donc notre responsabilité d'aller configurer le pare-feu pour dire de façon spécifique les adresses IP qui doivent accéder à nos différentes bases de données, ceci via l'ajout des règles à notre pare-feu. Le pare-feu va fonctionner différemment d'une instance Azure SQL Database versus une instance Azure Database pour MySQL ou Azure Database pour PostgreSQL. Si on prend le cas des bases de données Azure SQL Database, lorsque vous déployez votre base de données, il y aura d'abord un premier firewall qui sera au niveau du serveur et ensuite il y aura un second firewall qui sera au niveau de la base de données. Lorsque toute personne accède à votre base de données, que ce soit depuis Internet ou depuis Azure, ce service va d'abord frapper le pare-feu de niveau base de données.
OK? Si au niveau du pare-feu de base de données, on lui a donné des accès, il va directement accéder à notre base de données. Si par contre, il n'a pas les accès, on va aller valider est-ce que son adresse IP a été configurée au niveau du serveur. Si c'est le cas, on lui donne accès à notre base de données. Il faut savoir que toute configuration au niveau du serveur va donner accès à toutes les bases de données qui sont disponibles dans ce serveur-là, alors que toute configuration du pare-feu au niveau de la base de données donne accès uniquement à la base de données sur laquelle on a fait la configuration. Donc, si on a fait une configuration de pare-feu pour autoriser une adresse IP sur la base de données 1 et que le système veut accéder à la base de données 2, bien évidemment, le pare-feu va le bloquer parce qu'il n'a pas accès à la base de données 2. Du côté des instances MySQL, PostgreSQL et MariaDB, le pare-feu est directement configuré au niveau du serveur. Donc, on n'a pas de pare-feu spécifiques au niveau de chaque base de données comme c'est le cas avec les instances Azure SQL Database. Ce qui veut dire en quelque sorte que dès lors qu'un système, un utilisateur, un service a son adresse IP qui est configurée au niveau du pare-feu du serveur, il peut bien évidemment accéder à l'ensemble des bases de données qui sont disponibles dans ce serveur-là. C'est tout pour ce que je voulais vous présenter en ce qui concerne cette portion de provisionnement et de configuration du pare-feu dans les systèmes de gestion de bases de données pas sur la plateforme Microsoft Azure.